Allez, donc comme je disais, donc ces 2 mesures d'inflation, elles ont montré donc un rebond sur, ici on voit bien et par rapport aux chiffres précédents et que ce soit en mensuel ou en annuel. En variation annuelle notamment, on remonte à proche des 3 pour l'inflation corps, et pas tout à fait, 2,9 pour l'inflation corps CPI, qui est ici et donc pour l'instant, on a un chiffre d'inflation qui est loin d'être dramatique, hein, puisqu'il montre malgré tout une absence de progrès vers l'objectif. Pour rappel, l'objectif, c'est quand même 2 pour la Fed. Donc, concernant l'inflation corps CPI notamment, on avait eu une période stable pendant 2 mois et donc on a un petit rebond qui s'opère maintenant. Souvenez-vous que le CPI avait été justement à un moment donné une information assez dynamique qui avait donné du pump au marché, qui avait donné de l'allant au marché pour retourner un peu sur les zones nord, parce qu'ils avaient anticipé un bon CPI qui devait anticiper un bon PCE. Ce qui avait été confirmé justement. Donc là, on voit un rebond donc qui conforte en quelque sorte le discours de la Réserve fédérale, pas seulement de Jérôme Powell, mais de plusieurs des membres de la Fed. Hein. Ça, c'est toujours bon à le rappeler parce que Trump s'acharne tellement sur Jérôme Powell qu'on a l'impression qu'il n'y a que Powell qui ne veut pas baisser les taux, sauf que les autres membres de la Fed sont plutôt en statu quo sur le discours en tout cas pour l'instant et ils décident tous d'attendre d'avoir plus de données. Donc ce genre de données effectivement, elle conforte la Fed dans l'idée que la pause sur les taux, elle est toujours nécessaire. La pause sur la baisse de taux, elle est toujours nécessaire. Donc, et on a d'ailleurs des membres de la Fed qui se sont exprimés. Par exemple, on a eu Kogler là dans la semaine. Ils sont plusieurs à s'être exprimés, mais Kogler, il a expliqué notamment que l'impact des taxes, il est encore à venir. Donc, c'est-à-dire que pour lui, ce chiffre-là de juin, l'impact des taxes est encore à venir sur ce chiffre-là. Donc, pour plusieurs membres de la Fed, c'est pas une question d'être d'un mois sur l'autre. Ça veut dire que pour eux, c'est un process en fait qui va rentrer en place et que c'est une question de durée. Et donc, ils ont besoin de comprendre si ce process, il va être là pendant plusieurs mois ou si c'est juste un rebond des prix et que après ce processus va revenir sur quelque chose de plus cohérent et donc avoir un retour vers l'objectif. Et donc, en quelque sorte, là, ce qu'eux, ils nous disent, c'est que là, on commence à avoir les chiffres du mois de juin, et donc c'est maintenant, ça commence à être intéressant pour utiliser ces chiffres, puisque jusqu'à maintenant, ils considéraient que les mesures prises par Trump au niveau des droits de douane ne se voyaient pas encore dans les chiffres, parce que comme ils faisaient que repousser les dates, il n'y avait pas eu encore d'impact réel, concret, sur les prix. Donc là, c'était les chiffres du mois de juin et beaucoup disent que c'est à partir du mois de juin, effectivement, que on commence à voir les effets et que ces effets, ils seront visibles encore pendant plusieurs mois. D'accord. Et donc, vous allez voir que ça a son importance. Et plus de membres de la Fed défendent, plusieurs membres de la Fed défendent ce point de vue-là. Et c'est notamment aussi la position de Jérôme Powell. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, bien sûr, qu'on va repartir. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Hein, on ne va pas repartir sur des chiffres d'inflation qui remontent à 6% ou avec une inflation sous-jacente qui explose complètement. C'est comme en 2022, au moment du pic où la Fed augmentait les taux directeurs de 0,75 points de base d'un seul coup pour essayer de tabasser l'inflation. Donc, on est loin de ça. C'est pas ça. On a juste un léger rebond de 0,1 par rapport au précédent et on reste sous le consensus. Donc, le marché, lui, qu'est-ce qu'il a préféré voir forcément? C'est qu'il est sous le consensus, mais il n'a pas regardé qu'on a un petit rebond et que du coup, on ne fait plus d'efforts vers l'objectif, on ne fait plus de progrès vers l'objectif. Donc, la question, là, maintenant, qu'on doit se poser, c'est plus de savoir si on se rapproche des 3% pour qu'après, le core CPI remonte à 3,3, potentiellement dans les mois à venir à 3,5. Et là, par exemple, effectivement, une fourchette de taux pour la Fed à 4,25, 4,50, elle serait amplement adaptée, puisque si effectivement on a un rebond de l'inflation, ça veut dire que
qu'il soit lié aux taxes douanières ou pas, qu'il soit lié aux taxes commerciales ou pas, s'il y a un rebond de l'inflation qui s'inscrit dans le temps, forcément, les taux en face devront rester dans la même dynamique. Donc ça, c'est une donnée effectivement qui a attiré l'attention, moi je trouve, cette semaine, qui n'a pas trop dérangé le marché action, hein, on l'a vu, puisque j'ai envie de dire, le marché action, il n'y a plus grand-chose qui le dérange en ce moment. Hein. En fait, c'est toujours aller plus haut, plus haut, plus haut. Et donc, effectivement, il n'a pas vraiment sourcillé sur cette question d'inflation. Il s'est accroché au fait qu'on sortait plus bas que le consensus, puisque prévu 3%, précédent de 8, on avait prévu 3, on a eu de 9, fantastique. Précédent 0,1, on avait prévu 0,3, on a eu 0,2, fantastique. Donc pour eux, c'est ça qu'ils ont voulu chiffrer plus et regarder ce sur quoi ils ont voulu plutôt se concentrer. Donc, par contre, nous, en tant qu'analystes, en tant que trader, ce qu'on peut regarder, c'est quand même qu'il y a ces rebonds d'inflation. Pourquoi? Parce que quand même, il faut un petit peu essayer de comprendre le marché dans lequel on évolue et qu'est-ce qui pourrait faire qu'à un moment donné, s'il y a un petit gravier qui commence à rentrer dans la machine, comment on va faire pour que ce gravier, justement, il ne fasse pas enrayer la machine et que d'un seul coup, ou du moins si on a une vague, un retour de la volatilité, qu'on puisse l'anticiper. Donc, si où c'est que j'en étais donc cette question sur l'inflation, elle n'a pas vraiment inquiété le marché. Quand l'inflation, elle ne fait pas de nouveaux progrès vers l'objectif, hein, donc là, en l'occurrence, elle ne fait pas de progrès vers l'objectif puisqu'elle rebondit, la Fed, elle maintient un statu quo, ce qui est assez finalement logique. Quel est l'impact sur le reste? Ça veut dire que les taux longs américains, les taux à 10 ans, à 30 ans, à 20 ans, comme on vient de le voir pour la semaine prochaine, eux aussi, ils restent élevés. Des taux qui restent élevés sur les bons du Trésor américain, ça veut dire des conditions de crédit qui restent chères, qui restent élevées, et donc des taux immobiliers, des taux de crédit immobilier, des taux de crédit hypothécaire aux États-Unis, des crédits consommation également qui restent plus élevés. Alors on se dit du coup, est-ce que les consommateurs, eux, ils vont avoir accusé le coup en termes de consommation? Et là, c'est vrai que cette semaine, on a eu une donnée qui, pour une fois, est ressortie dans le bon sens parce que ça fait plusieurs mois que c'était pas facile au niveau de la consommation américaine. Alors, la prochaine et si les taux sont hauts, comment ça se fait qu'ils consomment? Parce qu'ils ont de l'appétit. Ils ont de l'appétit Voilà, pour mais si tu consommer. dois payer ton crédit, tu n'as plus d'argent après. Ce que tu Oui, mettais pas dans mais, le crédit, tu le mettais ailleurs. Et si tu oui, dois le mais mettre dans le si, crédit, tu n'as ben, plus d'argent pour le reste. ouais, mais s'ils s'endettent, Voilà, c'est qu'ils croient en l'avenir, c'est qu'ils ont envie de consommer, d'accord. c'est que, en tout cas, où ils gagnent plus, parce que Mmh. justement l'inflation aussi leur permet peut-être de gagner plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a eu des chiffres de consommation, des ventes au détail, voilà, ici, qui étaient donc qui sont ressorties, elles, à la hausse. Donc, Mmh. elles étaient meilleures qu'attendues. Euh, euh, donc, ces chiffres sur la consommation, on ne peut pas dire qu'ils sont rassurants, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on peut dire qu'ils étaient meilleurs qu'attendus. On a plus, donc de plus 0,5 de vente au détail corrigée. On était à plus 0,6 au moment de la publication. Donc, pour le mois précédent, on attendait plus 0,1. Donc, c'est mieux que le consensus. Il faut quand même rappeler sur ce tableau-là, pour prendre plus de recul, que on avait 2 mois consécutifs, les 2 mois précédents, c'était moins 0,2, on le voit ici, et moins 0,9. D'accord? Donc là, la question est de savoir, est-ce que ce plus 0,5, finalement, il sera suivi du mois prochain à nouveau d'un plus 0,5, plus 0,6, plus 0,4 à nouveau, ou est-ce que ce serait donc quelque chose, vous voyez, qui
qui traduit qu'effectivement, en fait, les 2 mois de tassement qu'il y avait eu étaient plutôt une forme d'aversion liée un petit peu au début de la guerre commerciale qui a pu un peu effrayer le consommateur, mais que maintenant que ça rentre en place et que finalement le consommateur commence à s'y faire, hein, souvenez-vous, souvent je prends l'exemple en disant à 2 euros le litre à la pompe, il y avait les gilets jaunes en France. Maintenant, ça fait des années qu'on le paye à ce prix-là, si ce n'est plus cher, et il n'y a plus personne qui se plaint. Donc en fait, c'est juste une question aussi d'habitude. Donc est-ce que finalement on aurait eu un consommateur qui se serait un peu effrayé et qui maintenant revient un petit peu, recommence, se remet en branle de consommation, ou est-ce que ce serait est-ce que là on verra dans les mois à venir, ou est-ce que c'est plutôt juste un rebond avant que les consommateurs, pardon, finalement, poursuivent leur état d'humeur qu'on a pu voir les 2 mois précédents et là où on avait un repli, hein. Et donc là, c'est vrai que les taux américains qui restent élevés, plus un risque de consommateur qui s'accroît euh, sur le coût du crédit, encore une fois, hein, dans un environnement où on voit qu'effectivement l'emploi, lui, il reste quand même solide parce que on a vu le rapport sur l'emploi il y a quelques jours. On sent quand même que sur l'emploi, bon, notamment là cette semaine, mais on avait eu les rapports Jolts, etc. On avait eu des rapports sur l'emploi qui montrent que le rapport est assez solide. Vous voyez, on continue d'avoir forcément des bénéficiaires des inscriptions au chômage, bien sûr, mais on, disons qu'on arrive plus sur une zone sur l'emploi qui est un peu une zone d'équilibre. C'est-à-dire que le gros de l'amélioration du marché de l'emploi, on l'avait vu un peu post-Covid, c'était avec un marché de l'emploi qui était très dynamique, très tendu, et que pendant plusieurs trimestres, hein, d'ailleurs, maintenant, on est plus sur un marché de l'emploi qui s'est complètement normalisé, en fait, que ce soit au niveau du taux de chômage, qui est un peu remonté, que ce soit même au niveau des créations d'emplois. On voyait qu'on avait à une époque des créations d'emplois qui sortaient à coût de 300 000, 400 000 créations d'emplois. On est très loin de cette période-là et on revient vers quelque chose de beaucoup plus cohérent, beaucoup plus équilibré sur le marché. Donc c'est un marché de l'emploi maintenant qui est sain, qui s'est normalisé et qui est donc à la frontière, en fait, à la lisière, hein, donc de cet équilibre économique, justement. Et donc, si effectivement l'économie américaine, elle venait à ralentir un petit peu, probablement que ça se verrait sur le taux de chômage américain assez rapidement, du coup, puisque on est maintenant sur un rapport sur l'emploi qui est équilibré. Donc, le quid, ce serait de la consommation. Hein. Et donc, puisque c'est la consommation qui va aussi dynamiser potentiellement cette création d'emplois. Et donc, pour rappel, je trouve que ce qui est pas mal de faire le lien dans tout ça, c'est que on a des prévisions de croissance pour les États-Unis que pour tout le monde, hein, d'ailleurs, des prévisions de croissance pour les États-Unis sur l'ensemble de cette année et ces derniers mois, ils ont été revus à la baisse partout, au niveau du FMI, au niveau de l'OCDE, au niveau de la Banque mondiale, au niveau même de la Fed elle-même, qui estime souvenez-vous, on l'avait regardé la dernière fois, qui estime qu'on aurait si on va sur le site du CME, qui estime, de la Fed d'ailleurs, qui estime qu'on aurait une croissance de 1,3% à la fin de l'année aux États-Unis. Hein, donc c'est ce genre d'information maintenant qui fait que la Fed ne peut pas aller plus loin dans sa prise de décision de baisse de taux. Hein, parce que certes, ce n'est pas une récession, donc ce n'est pas dramatique, mais simplement, c'est des rythmes de croissance qui ne sont pas habituels. Voilà, si on avait d'ailleurs réellement un taux de croissance aux États-Unis de 1%, comme le price finalement la Fed, hein, puisque 1,3% à la fin de l'année aux États-Unis, c'est ce que price la Fed, ce serait une des croissances les plus faibles observées aux États-Unis depuis des années, hein, mais de longues années. Je crois que il faudrait qu'on le regarde sur quand est-ce qu'on a eu le PIB. On va le faire comme ça.
1,3 sur l'année, c'est ça, depuis du début à la fin. Oui, c'est ça. Même il peut monter, descendre, peu importe, il faut qu'à la fin, il soit à 1,3, c'est ça. C'est ça, Bah, en fait. eux, D'accord. c'est ce qui est pricé par la Fed. C'est Oui, pas, oui, oui. ça veut pas dire que, C'est ce voyez, donc qu'ils espèrent. c'est comme tu dis, c'est ce que ils espèrent. D'accord? Voilà, Ils espèrent un 3. Ça veut dire que potentiellement, on pourrait avoir même moins, quoi. Je veux dire, donc d'accord. ils espèrent pas un chiffre fou. Euh, Non. Tiens, voilà, depuis 1960, le PIB des États-Unis, depuis 1960, voilà, le dernier, on était à 2,90. Hein, donc on serait à 1,3, on serait à même pas la moitié, plus bas que la moitié. Imaginez le ralentissement que l'on aurait sur cette zone-là. Bon, je vous préparerai pour la prochaine fois, année par année, mais c'est assez marquant. Je veux dire, ça fait plus d'une dizaine d'années, ça fait plus de 10 ans qu'on n'aurait pas un si faible taux de croissance aux États-Unis. Hein. Quand je l'avais regardé, c'était ça. Donc, c'est pas anodin quand même non plus. Comme je répète, c'est pas alarmiste non plus, parce qu'on serait supérieur à 1%, mais c'est pas anodin. Voilà, quand on a quand même un chiffre qui est au plus bas depuis 10 ans, c'est pas, on peut pas le passer à côté comme ça, comme si c'était rien, quoi, je trouve. Tu vois, du moins, je trouve. Donc, dans ce genre d'environnement-là, effectivement, des taux qui restent élevés, une économie qui est moins dynamique, est-ce que eux, les consommateurs, qui ont montré en tout cas au moment de la guerre commerciale, du début de la guerre commerciale, une certaine forme de prudence, est-ce que ça peut être juste le dernier rebond observé le mois dernier? Est-ce qu'il va être pérenne? Est-ce qu'il va s'inscrire dans un nouveau élan positif? Ou est-ce que ce serait juste un rebond? Ça, c'est la question des mois à venir. Donc, c'est pour ça que les ventes au détail, maintenant, petit à petit, vont prendre plus d'importance. Vont prendre plus d'importance parce que finalement, c'est elles maintenant qui vont progressivement montrer si le consommateur est toujours là ou si le consommateur ralentit quelque part sur sa consommon et sur ses craintes et augmente ses craintes. Bon, ensuite, on a eu des données un peu sur les prix à la production. Bon, on va pas trop s'attarder dessus en soi parce que les prix à la production, c'est pas parce qu'on a des prix à la production plus faibles que forcément les prix à la production, l'inflation ne va pas suivre parce que on peut très bien avoir des prix à la production qui soient de l'inflation qui soit liée notamment ici aux taxes douanières. Pour rappel, les taxes douanières sur actuelles, selon donc la Banque mondiale et selon là l'OCDE, enfin, selon le FMI, selon tout le monde, selon même l'administration de Trump, ils s'en vantent. Ils expliquent qu'on est pas loin des 15% de taxes douanières de moyenne. Hein. Je vous rappelle, avant Trump, avant le début donc de ces 6 mois de mandat, le taux moyen était à peu près à 3%. On a fait presque x5. On était entre 3 et 4%. On a fait presque x5. Et le marché, ça ne l'inquiète pas du tout. Il n'y a aucun pays important qui a signé des accords avec Trump. Il n'y a aucun pays qui s'est précipité, comme il l'entendait ou comme il l'avait dit, pour signer des accords. Voilà. Donc, quid de savoir, est-ce que ces taxes douanières vont passer de 15 à 30, comme on peut l'attendre, ou pas? Petite parenthèse, 15% de droits de douane, c'est du jamais vu aux États-Unis depuis 1945. Voilà. Petite parenthèse, quand même. Donc, on est quand même dans un contexte qui est vraiment particulier. Et dans ce contexte-là, on est
avec un indice qui est au plus haut de tous les temps. Donc, tant mieux. Qu'est-ce que c'est qui peut faire ça? Qu'est-ce qui peut créer ça? C'est ce qu'on va essayer de répondre un petit peu aussi ce soir. Il y a plusieurs, deux, trois petits points. Donc, attendez, parce que j'avais fait des notes et j'ai oublié de vous parler de... j'ai oublié de vous parler de mince. Attendez, je relis ce que j'avais m'étais mis, parce qu'après, sinon, il y a des choses que j'oublie de dire. Ça, oui, avait été dit par la fête. Bon. Donc, il y a juste un seul, en fait, finalement, parce que tout à l'heure, j'ai fait l'échappée sur Kugler, et juste, je vous ai pas dit, il y a un seul membre, finalement, de la Fed qui lui pousse au portillon pour dire, mais oui, il faut baisser les taux, mais que fait la Fed, mais que fait Powell pour baisser les taux? C'est Christopher Waller, donc membre de la Fed. Lui, il dit carrément, on peut baisser les taux dès juillet. Là, maintenant, dès juillet, on peut les ajuster encore et ensuite ajuster en fonction de l'inflation que l'on constatera. Donc, c'est un des rares, bien sûr, à le faire et qui tient ce discours. On peut se demander si ce discours il est quand même totalement désintéressé, puisqu'on sait qu'il fait partie de la shortlist de Donald Trump comme nouveau président de la Fed. Donc, Trump demandant absolument à baisser les taux, chaque fois que lui dit oui, on devrait baisser les taux, en fait, il lèche le cul à Trump pour dire regarde, moi, si j'étais président de la Fed, je le ferais quelque part. Donc, voilà. Moi, président. Donc, c'est. En tout cas, c'est un potentiel remplaçant de Jérôme Powell. Enfin, il a le droit de le virer, Trump? Non, justement, c'est là où on va en venir. L'année prochaine, donc, parce qu'il reste 8 mois encore de mandat, même un peu plus, une dizaine de mois de mandat. Dans cette liste potentielle, effectivement, donc il y a Christopher Waller, il y a également aussi un autre ancien membre de la Fed, mais qui n'est plus membre de la Fed, et on a aussi Scott Bessent, l'actuel secrétaire d'État au Trésor, qui pourrait être le prochain président de la Fed, qui pourrait, ou Kevin Hassett, le conseiller économique de la Maison-Blanche, qui pourrait être nommé. Donc c'est un peu entre ces trois-là, Christopher Waller, Scott Bessent ou Kevin Hassett, qui seraient mis sur le président de la Fed à la place de Powell. Ce l'on avait vu la dernière fois, c'était que justement, si quelque part on a ce jeu de pouvoir en disant assez tôt qui va remplacer Powell, finalement on est déjà en train de le remplacer, vous voyez ? Parce que le marché, du coup, il sera dans l'anticipation d'écouter celui qui va devenir président plus que le président actuel. Ouais. Vous voyez ? Donc, c'est là où toute l'ambiguïté qu'amène Trump. Trump, il ne peut pas virer Powell. Légalement, il n'a pas le droit de le virer. Alors, attention, ce que je dis, c'est, je ne dis pas qu'il ne le virera pas, parce que ça, franchement, j'ai un gros point d'interrogation. Il est tellement capable de tout que j'ai un gros point d'interrogation sur le fait qu'il ne le fasse pas. Mais en tout cas, légalement, il ne peut pas le faire. Maintenant, imaginez que demain, Trump fasse un publié, qu'il licencie Jérôme Powell de la Fed et qu'il nomme à la place, disons, Christopher Waller, pour faire simple. Le temps que soient saisis les tribunaux, le Congrès et tout le patati, tout le patata, ça y est, on est arrivé aux 8 mois de mandat, de fin de mandat de Powell, en fait. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que je ne dis pas qu'il ne le fera pas.
parce qu'il est tellement capable de tout. Déjà, ce qu'il fait d'insulter un président comme ça de la Fed, pour rappel, hein, de dire que c'est un homme qui a un petit QI, de dire qu'il est idiot, de dire qu'il est toujours en retard, de dire des choses folles comme ça sur un président de Fed, ça ne s'est jamais vu. Aucun président n'a commenté de la sorte forcément la façon de penser d'un président de Fed. Et là, pour Trump, c'est clairement son bouc émissaire, mais c'est pour lui, Trump, il supporte pas qu'on lui résiste, en fait. Hein, donc, il ne sait pas comment faire pour pouvoir le dégager, pour pouvoir montrer qu'à lui, personne ne lui résiste, en fait, tout simplement. Hein. Donc, ça devient presque aussi de l'ego. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des médias en fait très proches, hein, pas des médias, pas des médias, pas de la fake news, c'était pas du Twitter. Là, c'était du Bloomberg, Reuters, des gros médias qui ont eu vent, qui ont publié que, et c'est pour ça qu'on a eu cet effet très de forte volatilité d'un seul coup sur les marchés, qui ont publié que Trump avait convoqué des membres du Congrès républicains pour leur donner une lettre qui s'apprêtait à envoyer, donc à adresser à Jérôme Powell, et donc Trump l'aurait montré à ses députés républicains afin de leur soumettre cette lettre, savoir quel était leur avis, parce que il allait virer Powell. Voilà, c'était une lettre où il virait Powell, et donc dans cette lettre adressée à Jérôme Powell pour le licencier, Trump voulait l'aval des députés républicains sur le sujet. Les députés républicains ont acquiescé, ont validé effectivement la lettre pour virer Jérôme Powell. Hein, donc tout ceci a bien été orchestré, bien été dit, bien été communiqué à Bloomberg, à Reuters, à tous les grands médias fiables, au New York Times, etc., pour que tout le monde, hein, ces informations, pour qu'elles fuitent bien, que tout le monde le sache. Et une fois que tout le monde était au courant, donc un petit quart d'heure après, bien sûr, la Maison-Blanche, elle, a dit que, et Trump lui-même a dit que oui, il était exaspéré par Jérôme Powell, mais que il n'avait pas été question dans ce courrier de licencier Powell, du moins pour l'instant. Voilà. Donc, il nous lance un du moins pour l'instant, comme ça. Donc, voilà. Parce qu'il trouve que, bien sûr, je vous passe toutes les étapes où il a critiqué et insulté Jérôme Powell avant d'expliquer ça. Donc, si vous voulez, là, est-ce qu'on peut se dire que qu'il y a finalement un petit peu dans le comportement de Trump un test du marché? Est-ce que finalement, imaginons 2 secondes que Trump, là, il se soit dit, tiens, on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir qu'est-ce qui se passe si je fais comme si j'allais virer le président de la Fed. Voir qu'est-ce qu'il va faire le marché, qu'est-ce qu'il va dire le marché. C'est illégal, hein, il n'a pas le droit de le faire. Mais le marché, voilà, regardez le marché, hein, je veux dire, voilà, le marché, ce jour-là, ce jour où Powell a failli être viré, hein, du coup, ou du moins qu'il n'a jamais été aussi proche d'être viré, le jour même, si on se met en journalier, on a une bougie bleue. Bon, de toute façon, on n'a quasiment que des bougies bleues. Hein. Donc, ce jour-là, on a une bougie bleue. Donc, c'est quand même assez étonnant. Enfin, voilà, on a une bougie d'inversion, mais on finit au-dessus, on finit bleu sur le marché ce jour-là. C'est quand même assez étonnant. Parce que, normalement,
dans un autre monde, enfin je ne sais pas, dans le monde du moins que moi j'ai connu, quand il y a de l'incertitude, et de telles incertitudes qui peuvent être aussi fortes et aussi autant liées à de l'insurrection, quelque part, au non-respect même des règles qui ont été toujours préétablies, ben, ça devrait inquiéter le marché. Mais le marché, je pense qu'il a compris un truc, c'est que Trump, il parle beaucoup, mais il fait finalement, ça passe jamais réellement à l'action, quoi. Donc je crois que là, le marché, il est en train un petit peu de prendre Trump à son propre jeu. Vous voyez, il y a un petit effet de panique, mais qui ne va pas non plus devenir dingue à ce point. Voilà. Donc bon, et dans ce qu'avait dit Trump, il y a une phrase qui était, qui était marquante, c'est qu'il a dit en fait que il pouvait virer Powell, en fait, il dit pas virer, mais il pouvait envisager de licencier Powell si il y avait une faute de gestion. Et on a appris qu'il y avait une enquête qui était ouverte sur Powell, notamment pour de l'argent qui a été dépensé sur la réfection des bureaux de la Fed et du bâtiment, puisqu'ils ont rénové la façade, etc. Et Powell et Trump a dit, quand on dépense plusieurs milliards pour rénover une salle de bain, je pense que on va pouvoir trouver facilement des problèmes de malversation, quoi, en fait. Voilà. Donc, voilà. Donc, bon, la Fed, c'est loin d'être une salle de bain. Hein. Si vous voulez, juste pour le plaisir, tapez sur Internet pour voir la taille des bureaux de la Fed, vous verrez qu'on est loin d'avoir que ce soit juste un petit. C'est pas un T2. Hein. Donc, c'est comme si demain, on devait faire de la rénovation à la Maison Blanche. Ça, bien sûr que ça coûterait plusieurs dizaines de millions, voire centaines de millions. C'est pas, on parle pas d'un petit T2. Donc forcément, c'est voilà. Mais encore une fois, un moyen de mettre la pression supplémentaire sur Powell, le faire peur, le faire angoisser, le déstabiliser. Vraiment, on fait tout pour qu'il perde le contrôle, voire même que lui s'en aille, voire même que lui, peut-être aussi, puisse dire j'en ai marre, j'arrête, ou le déstabiliser au point qu'ils prennent la décision en disant ben voilà, tu le veux, voilà, tu l'as, tu es content, lâche-moi la grappe. De toute façon, moi, il a bien compris, Powell, que dans quelques mois, il n'était plus là. Hein, donc ça, ce sera par contre, ce sera loin d'être la surprise. Mais nous, à quoi on peut s'attendre et regarder, c'est que le marché, il est quand même sur des plus hauts. Et je voulais vous montrer quelque chose qui était intéressant, c'est que on a le CME. Donc voilà, ça c'est le CME. Le CME, c'est quoi? C'est un sondage que fait le marché sur les gros acteurs du marché. Bien sûr, on ne demande pas à Michel ou à moi ce qu'on pense de la baisse des taux, mais sur des gros acteurs. Donc là, on a 95% des acteurs du marché, des gros poissons, qui pensent que l'on n'aura pas de baisse de taux lors de la prochaine réunion de la Fed. Donc, on peut dire qu'on est quasiment à l'équilibre, enfin, on est quasiment sûr de ne pas avoir de baisse de taux la semaine prochaine. Hein. Ça, c'est assez acté. D'accord? Et si on prend septembre, donc c'est quasiment normalement, souvenez-vous, depuis un moment, acté qu'en septembre, on doit avoir une baisse de taux. J'espère que ceux qui viennent au travail du dimanche ont bien compris cette démarche-là. Et regardez, quand on tape sur le 17 septembre, voilà comment est partagé le marché. Ça veut dire qu'il y a seulement finalement 58%, si je peux dire seulement. Dans la semaine, on était même à un moment donné à 52, 53, on est descendu, % du marché qui pense qu'on aura cette fameuse baisse de taux au mois de septembre. Donc là, on est sur un marché qui est, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, qui est sur le plus haut de tous les temps. On est sur un marché qui est persuadé que donc
il price, ça veut dire qu'il price que l'inflation, le PCE, ne va pas ressortir, ou il s'accroche en disant que certes, il rebondit, mais finalement pas aussi fort qu'attendu. Donc, il voit le verre à moitié plein. On est sur un marché qui price le fait que le chômage, lui, est revenu sous une certaine forme d'équilibre. On est sur un marché qui voit que le consommateur rebondit et donc a envie de penser positivement que le consommateur va continuer à consommer et que ce n'est pas juste un rebond, mais que ce sera ce qu'on vient de voir donc, et que ça va s'inscrire dans la durée. On est sur normalement une politique des taxes douanières qui doit rentrer en place au 1er août et on a seulement finalement 58% des acteurs qui pensent qu'on aura une baisse de taux au mois de septembre. Ça veut dire que, imaginez que, normalement, si tout le monde est sûr sur le marché qu'il ne va pas y avoir quelque chose, vous voyez, regardez, là, la semaine prochaine, le marché ne s'attend pas à une baisse de taux. Pourquoi? Parce que tous les membres de la Fed, sauf Christopher Waller, ont dit qu'ils ne voulaient pas baisser les taux. D'accord? Donc le marché, on voit bien, hein, il est clairement dans quelque chose où il ne s'attend pas à une baisse de taux. Le marché, ça ne le dérange pas d'avoir 95. Même des fois, peut-être à la fin de la semaine, on sera à 99% ou 98%. OK? Donc, si le marché, il était sûr d'avoir une baisse de taux, imaginez si là, on passe à 98% ou à 4, comme on l'a en juillet, à 95% sur on va avoir une baisse de taux. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché? C'est une question. Ça va grimper. Ça va grimper. Mais on est déjà au plus haut de tous les temps. C'est pour ça. Donc, qu'est-ce qui peut être atteint graphiquement? Qu'est-ce qui peut être atteint? Moi, je l'ai assez... Ah non, là, je ne l'aurai pas, je l'aurai là-dessus. Moi, je trouve que c'est assez évident. C'est le 23 800. Voilà. C'est re-rentrer dans ce canal. C'est re-rentrer dans ce canal-là. Hein, ce fameux canal haussier là qu'on avait tracé, qui à un moment donné avait beaucoup servi un moment. Hein, regardez, il était complètement vertical, hein, mais chaque fois qu'on le touchait, on partait. Ouais. Et donc, on voit bien clairement qu'il peut revenir. Regardez, depuis le temps, finalement, qu'il s'est scotché, si on peut dire, hein, qui s'est entrelacé autour de cette droite un peu vertigineuse. Si il a envie de recoller, clairement, les 23 800 sont un objectif. Pour moi, c'est le prochain objectif. Si le marché, s'il y a un sentiment FOMO, un sentiment un peu, voilà, je pense que les taux vont baisser d'ici septembre et que le marché, là, imaginez, on a des bons résultats d'entreprise et finalement, l'inflation n'est pas si marquée que ce que l'on pense avec les taxes douanières de Trump. Qu'est-ce qui nous empêche de monter comme ça? Qu'est-ce qui nous en empêche? Regardez, c'est des... regardez, pourquoi on ne peut pas avoir... Voilà. Regardez ce qu'on a eu là. Pourquoi on ne peut pas l'avoir une autre fois? Rien ne m'étonne. Qui peut nous en empêcher? Pourquoi on ne peut pas aller là de 21 700 à 22 700? 1000 points, on a gagné en ligne droite. 1000 points. Du 23 juin au 30 juin, en 7 jours. En 7 jours, on a gagné 1000 points. Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on puisse se dire non, on n'ira pas à 23 800? Pourquoi? Moi, si je regarde regardez cette poussée là. Une même fois depuis avec le début de Allison, on l'année. avait une bougie Même de depuis le 600 début de points. l'année. T'imagines 600 points, la bougie. C'était énorme. Là, 23 juin, regardez, 24 juin, depuis le 24 juin, regardez comme on a poussé. Hein, depuis le 24 juin, bam, 1, 2, 3, 4, 5 jours. En 5 jours, bam. Qu'est-ce que c'est qui peut nous empêcher
de le réavoir si, bien sûr, on part du principe qu'en septembre, on a notre baisse de taux. C'est pas impossible. Normalement, le marché devrait pricer une baisse de taux en septembre. De toute façon, le marché price tous les autres indicateurs, il les price dans le bon sens, dans le sens qui nous amène vers la baisse de taux. Donc, pourquoi, finalement, il reste qu'à 58%, c'est ça, ou 8% qui pensent qu'on va avoir la baisse de taux. Pourquoi? Parce que Powell, il n'arrête pas de marteler que lui, il a besoin d'y voir plus clair. Et que pour l'instant, il n'y voit pas plus clair. Donc, comme il n'y voit pas plus clair, il ne peut pas prendre de décision. Regardez, on a quand même encore 68% du marché, si je cumule 48 et 20, 68% du marché qui pense qu'en octobre, on n'aura eu qu'une seule baisse de taux. On est vraiment quand même sur un marché qui est très partagé pour dire qu'il est sur les plus hauts. Normalement, quand on a un marché qui est aussi partagé, on n'est pas sur les plus hauts. On est plutôt sur des phases où on retrace où on retrace les gaps. Là, on pourrait revenir vers les 22 600, voire même 600 là. Voilà, si on retraçait le gap, comme ça là, hop, là le plus bas du mois 584, ce serait pas déconnant quoi. Ce serait pas déconnant si à un moment donné on retraçait le gap. Après, je dis pas qu'on doit faire ça et poum et s'écrouler, non. Mais peut-être à un moment donné, peut-être qu'on peut envisager si le marché ne part pas comme il a fait là en mode FOMO, en mode j'ai peur d'avoir loupé quelque chose. Si la Fed arrive à calmer un peu le truc, peut-être on peut revenir là. Et après, une fois qu'on est là, rebondir et repartir. Et bien sûr qu'on le cassera le plus haut, bien sûr. Mais voilà. Là, soit il continue dans cette dynamique et quelque part, je ne vois pas qu'est-ce qui va l'arrêter et qu'est-ce qui l'empêcherait d'aller chercher le 23 800 qui est ici. Soit il y a un moment où il va falloir faire attention au repli, parce que le repli, il peut arriver très fort jusqu'à 22 600. Ce serait pas déconnant, voire même après plus bas 22 000, ce serait encore plus sain. Voilà. Ok. Donc finalement, pourquoi je vous dis ça? Parce que la semaine prochaine, on a quand même Powell qui parle. Donc Powell, je ne pense pas qu'il va changer son fusil d'épaule et nous dire oui, effectivement, on se dit maintenant qu'éventuellement on peut baisser les taux, nanani, nanana, ok. Je pense que Powell, il va rester dans la même ligne de conduite. Il va dire, attendez, on a eu un petit rebond d'inflation, on a besoin de savoir quels sont les chiffres du PCE. Est-ce que vous pensez la semaine prochaine, la semaine d'après, il y aura les chiffres du PCE? Powell, il aura déjà quand même une petite indication de ce qui peut être. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas apte à un moment donné de calmer le jeu, de dire que quoi qu'il en soit, peu importe ce qu'il en ressort, lui, il se posera la question une fois qu'il aura plus de données sur l'été. Parce que c'est ce qu'il nous dit depuis tout à l'heure, quoi, sur l'été. Sachant que quand finalement les taxes douanières vont rentrer en vigueur au 1er août, si elles ne sont pas encore repoussées, parce que bon, ça fait quand même 6 mois maintenant qu'elles doivent rentrer en vigueur, donc peut-être un jour elles vont rentrer en vigueur. Si les taxes douanières sont mises en place, notamment avec les plus gros partenaires commerciaux, si tant est qu'on puisse encore les appeler comme ça, pour les États-Unis, l'Europe notamment, si l'Europe elle passe à 30%, imaginez la flambée qu'il peut y avoir sur les taxes. Pardon ? On va douiller. Oui, enfin, c'est surtout que si on part du principe qu'on est à 4 fois plus en niveau de taxes, que le niveau de taxes en vigueur, il est 4 fois plus qu'avant Trump, et que potentiellement l'Europe, elle prendra 30% de taxes, alors qu'on est à 15 en moyenne,
bah, la moyenne, elle va monter du coup, hein, parce que si nous, on est 2 fois au-dessus de la moyenne, ça fait monter la moyenne de la classe, hein, ça fait pas monter que la nôtre. Hein. Donc forcément, c'est quid de savoir comment va interpréter Powell cela. Parce que si Powell à la rentrée, il a eu des chiffres en août, ou en septembre, il a des chiffres, parce que regardez, si en septembre, on doit prendre une décision le 17 septembre. Et si la semaine avant, on a des CPI qui sortent avec un effet comme ça au-dessus de 3%, comme on disait, avec un effet où là, en juin, on est à 2,9. Peut-être en juillet, avec les nouvelles taxes qui viennent signer, on passe à 3. Et qu'au mois d'août et début septembre, avec l'arrivée des 30% sur l'Europe, on passe à 3,30. Est-ce que vous pensez que Powell, il va baisser les taux? Ben non. Hein. Ben voilà. Hein, donc, une fois, il avait fait attendre jusqu'à la fin de l'année. Ok. Donc, est-ce qu'il va vraiment le faire? Est-ce que le marché ne va pas commencer à se dire attention, en fait, ça va pas arriver. Ça va pas arriver. Donc, quel est l'échappatoire? Quel est l'échappatoire? L'échappatoire, il est là. Il est en ce moment. Il est dans les résultats des entreprises. Parce qu'il n'y a que ça qui compte. Nous, en bourse, on achète des résultats d'entreprise. On n'achète rien d'autre. Donc, quand les résultats sortent, hein, que Netflix fait des bons résultats, si cette semaine, Google fait de bons résultats, si cette semaine, Tesla fait de bons résultats, si la semaine prochaine, on a encore Microsoft qui doit sortir ses résultats, regarde, on va les mettre ensemble. En fait, la semaine prochaine, c'est là où on a le plus des GAFAM notamment. C'est là où on va avoir le plus de gros monde, les gros sous. Hein. Si la semaine prochaine, on a... quand je dis la semaine prochaine, c'est la semaine d'après, hein, c'est pas demain, puisque demain, on l'a vu ensemble déjà. Si le mercredi 30 juillet, on a Microsoft, on a Meta. Dans la foulée, on va avoir normalement Apple qui doit arriver. J'ai pas trié. C'est parce que j'ai pas trié 3 étoiles. Donc voilà, si je dis on a Apple, Amazon, si ces résultats-là, Amazon surtout, si ça sort bon, ben là, le marché, il se dira, mais Powell, qui baisse les taux ou qui baisse pas les taux, on s'en fout. Et là, 23 800, nous voilà. Mais c'est cohérent, attention, hein, c'est cohérent. Parce qu'à un moment donné, on est là pour acheter du chiffre d'affaires d'entreprise. On est là pour acheter des dividendes. On est là pour acheter du résultat. D'accord? Et si le résultat, il est là, Powell, il s'appelle comme il veut. Il peut s'appeler Powell ou Waller. Il fait ce qu'il veut. Nous, le marché, le résultat est là. Il va pricer le résultat. Donc, il va y aller. Si toutefois, Powell, il nous dit que on se rend compte que les résultats des entreprises, ils sont là sans être là, ou ils sont un peu en difficulté, ou ils sont comme le premier trimestre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mauvais, mais qu'ils ont peur, parce que c'était ça aussi le premier trimestre, souvenez-vous, on a de bons résultats, mais dans la publication de nos résultats, on dit qu'on a peur pour le trimestre qui arrive. Donc s'ils nous disent la même chose, on a eu des bons résultats, mais on a peur pour le trimestre qui arrive, ça veut dire, là, le marché va se retourner vers Powell. Il va dire, attention, les entreprises, elles ont peur. Toi, tu comptes faire quoi? Tu comptes les aider ou tu comptes leur tourner le dos? Et donc, là, on va remettre la pression, entre guillemets, sur le président de la Fed en se disant quelle va être sa décision, comment il va faire pour aider les entreprises. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce que c'est, puisque c'est ce que je vous disais, qu'est-ce que c'est qui peut, selon vous, à votre avis, permettre au marché, quand même, d'être aussi, si on peut dire, vertigineux, aussi haut, hein? Le marché, depuis le début de l'année, regardez, son plus bas de l'année, il est ici, il est à 16 450 en avril. D'accord? Ça, c'est son plus bas de l'année. Donc, il est bien descendu. Et depuis, regardez, donc ça veut dire qu'en 3 mois, il avait perdu de 22 200 à 16 450. Et en 3 mois, du coup,
il a remonté plus puisqu'il est 1000 points au-dessus. 1000 points de plus que ce qu'il avait perdu. Donc là, ça, c'est une poussée. Regardez le V-bottom que ça fait presque. Pam, pam. C'est incroyable. Ça, c'est une poussée de 30%. Mais si on compare par rapport au début de l'année, regardez là, si on vient au mois de janvier, le 2-3 janvier, là, ici, on était à 21 260. On est à 23 200. Donc on est 10% plus haut finalement. Vous voyez? On n'est pas beaucoup plus haut que le premier jour de l'année. On n'est que 10% plus haut. Alors, donc... Ça fait quand même 2000 points. 10%, ça fait 2000 points de 20 000 points, ça fait 10%. Un peu moins même. Hein, si je prends, regardez, donc, on a dit ici le 3. Le 3, on était à 21 516. On va prendre le cours de clôture. OK. Le 3 janvier. D'accord. Même si c'était pas. On va plutôt prendre regardez, le 6 déjà, on était à 21 744. On va plutôt prendre le 6 parce que le 3, c'était le vendredi et c'est le lundi où on a tous repris le trading. 21 744, 21 750, on va compter. Et là, on va dire, on va arrondir, on est à 21 225, on va arrondir à 250, 23. Donc, si vous faites 23 250 divisé par 21 750, on a une évolution de 6,89%. Voilà, 6,89%. Bon, sur l'année, c'est correct. Mais pourquoi, à votre avis, il a besoin de monter comme ça le marché? Parce que regardez, si par contre, si vous prenez le 10 ans américain, le 10 ans américain, il se paye combien actuellement? On en parle souvent. Je ne sais pas si je vais l'avoir ici. Le 10 ans américain, il est à peu près à 4,60, 4,40. De toute façon, il est proche de la tranche. Il est proche de la tranche forcément de la Fed. Bon, bien souvent. Hein. Regardez. Hop, on va mettre US. Plutôt. C'est pas le bon. Si on met le 10 ans américain, hein, on va être, vous regardez, à 4,42, 4,43. Voilà, ça c'est le 10 ans américain. Donc là, en fait, ça veut dire que Michel, il a 100 000 dollars à placer. Michel, il a 100 000 dollars à placer. Et depuis le début de l'année, s'il prête au gouvernement américain, il leur prête à 4,40 l'année. Et s'il va sur les marchés financiers, finalement, il a acheté le 5 janvier de l'année et il a fait 6,90%. Regardez, il a acheté, du coup, il a acheté là, on a dit, hop, il a acheté par là, voilà, et il a fait ici 6,89%. Par contre, entre-temps, il a traversé un peu, ici, il a traversé le désert un peu. Voilà. OK. Après, bien sûr, ça a rebondi, mais il était pas mal. On se dit qu'il a acheté, il a placé, il s'est dit, je laisse courir. Moi, je ne me pose pas de questions. J'achète, j'attends. Ceux qui achètent, ils ont toujours raison. OK. Mais, qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'à un moment donné, est-ce que, si tu avais, là on le dit comme ça, mais est-ce qu'un investisseur, vous pensez que l'investisseur qui a 100 000 ou plus, hein, peu importe la somme qu'il a, l'investisseur qui a de l'argent à investir, il peut prêter au gouvernement américain pour 4,40. Et s'il va sur le marché, mais sans danger, avec le risque qu'il y a en face, il va avoir 6% ou 6,80. Est-ce que vous, en tant qu'investisseur, vous faites quoi? Vous prêtez aux États-Unis à 4,40 ou vous prenez le risque et vous allez sur le marché pour 2% de plus? je prête à 4,40. Et voilà. Pourquoi tu prêtes à 4,40? Parce que c'est sûr. Voilà, parce que c'est sûr, ça a cette image-là. Ça a cette image que c'est sûr, le gouvernement américain, il paye ses dettes. Alors que c'est pas sûr. Hein. Le gouvernement américain, il peut ne pas payer un jour. Hein. Oui. Ça, c'est comme tout le monde. Hein. On peut ne pas payer. Mais on se dit, avant que les Américains ne payent pas,
Il y aura eu d'autres déboires, hein. Il y aura eu d'autres problèmes dans ma vie. Donc, du coup, ici, on a l'impression que c'est du sûr. Ici, ce n'est pas du sûr, et on n'a que 2% d'écart. Donc, reste deux hypothèses. Soit le marché, tout le monde va commencer à fuir le marché et aller ici sur le rendement de l'obligation américaine. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Plus il va y avoir de monde qui va vouloir lui prêter à l'obligation américaine, plus elle va baisser. On est d'accord? Soit, comme c'est pas si sûr que ça, et comme, mine de rien, il y a pas mal d'incertitudes avec la personne qui gouverne le pays actuellement, on se dit, est-ce qu'il vaut mieux pas, finalement, si on s'y met tous, acheter de l'action, faire monter le cours, et finalement, avoir du rendement. Parce que aller sur le marché action pour 6%, ça n'intéresse personne. Il faut aller sur le marché action pour avoir au moins le double, le triple de ça. D'accord? Donc là, il va falloir aller chercher du 12% minimum. Si là, on a 4, il faut au moins aller chercher du 12. Et donc, si je reviens à mon calcul basique qu'on a fait tout à l'heure, et que je prends 21 750 et que je me dis que je vais aller chercher 12%, puisque je vais considérer que pour 3 fois plus que le cours des obligations américaines, là, ça commence à devenir intéressant. Ou que je vais aller chercher minimum 2 fois plus, donc entre 2 et finalement 2 et 3, et entre 2 fois plus et 3 fois plus. Ben, regardez où c'est que je me situe. Je me situe entre 23 500 et 24 300 finalement. Et regardez ici, si je prends le 23 500, comme je vous disais, qu'est-ce qui peut m'empêcher du coup d'aller, si je fais ça, hop, moins 23 490 du coup, qu'est-ce que c'est qui peut m'empêcher d'aller chercher ce 800? Pas grand-chose. Là, je peux me caler un petit peu entre les deux, finalement. Entre les deux. Je peux me caler entre le top, qui serait les 12%, vers les 10%, en fait. Et là, me dire, ok, là, ça commence à être intéressant d'être dans des actions. Parce que si je dois rester, par contre, sur le marché action pour avoir finalement autant que le rendement des obligations ou que le rendement de la Fed, je vais dégazer. Je vais le quitter, le marché action. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une pression énorme là-dessus. Parce que les taux, ils sont liés aussi au taux directeur de la Fed. Et donc, si à un moment donné, la Fed, pendant trop longtemps, elle ne baisse pas les taux, c'est pour ça que c'est pour ça que Trump il met la pression sur Powell. Parce que Trump, il sait qu'il a un fort endettement. Donc, il met la pression pour baisser les taux, pour que le taux de rendement obligataire, il baisse. C'est ça, lui, qui l'intéresse. Mais si, à un moment donné, Powell ne baisse pas, le marché, soit il va s'emballer vers le haut, mais là, ça veut dire, comme on vient de le voir, qu'il faut un alignement quand même des planètes, et donc c'est-à-dire des résultats d'entreprise qui sont bons, des consommateurs qui continuent de consommer, des chiffres sur l'inflation qui ne s'emballent pas, qui restent, même s'ils ont une phase de rebond, que derrière, ils stagnent, ils arrêtent de rebondir, que ce soit juste un rebond et que ça s'arrête, que ce ne soit pas un enchaînement, un process, comme ils disent, un process long d'inflation, pour que ce soit acceptable pour le marché. Si on n'a pas tous ces éléments-là en même temps qu'un taux de Fed qui reste élevé, je peux vous dire que le marché, il va perdre au moins 10% de sa valeur parce que on considérera qu'il n'y a aucun intérêt d'être sur du marché action pour avoir seulement 2% de plus que de l'obligation. Est-ce que ça vous semble cohérent? Est-ce que l'explication, elle était assez claire? Ça va. Comme il n'y a que toi qui parles, Michel, tu peux me dire. Parce que si pour toi c'était clair, vu qu'à la base, tu n'es pas du tout un spécialiste de la finance, ça veut dire que ça le sera pour les autres. Voilà. Donc, si le marché monte, moi, la seule explication que j'y trouve,
Si le marché il a envie de toujours de voir le verre à moitié plein, c'est que le marché, il est finalement pas si haut que ça, parce qu'il n'est que 6% plus haut que le 1er janvier. Et donc, il se dit, prendre tout ce risque pour 6% de plus, ben non, il faut que j'aille chercher plus. Il faut que j'aille chercher plus, parce que sinon, autant aller sur le rendement obligataire. Et c'est ce qui fait que le rendement obligataire ne monte pas trop non plus, dans l'autre sens. Hein. C'est ce qui fait aussi que le rendement obligataire, il tient depuis des mois. Souvenez-vous, je vous disais, hein, c'est là où on voit que les gros acteurs ne sont pas, bon maintenant ça va un peu mieux, mais ne sont pas trop sur le marché. C'est aussi parce que on voyait bien que un fonds d'investissement, il n'est pas plus con qu'un autre. Hein. S'il peut avoir 5%, regardez ici, 4,92, bon, 2023, c'était. S'il peut avoir du 4,50, vous voyez, on est plutôt sur les tranches hautes, hein, ici. Hein. Regardez, bon, 5 ans, même en 5 ans, regardez, sur les 5 dernières années, 5 ans, il y a le Covid au milieu. Hein. Covid, ça veut dire que, quand même, on est plutôt ici. Donc forcément, on est très bas. Pourquoi on est très bas? Parce que à qui vous préférez prêter? À une entreprise à qui on a dit de fermer ses portes parce qu'il y a une épidémie, ou à un gouvernement lui vous prêtez l'argent? Hein, je pense que ça, c'est assez évident pour tout le monde. Mais regardez, 2005, 2006, ici, 2007, 2008. Oh tiens, 2008, ça vous parle 2008? Ça devrait vous parler 2008 comme date. C'est la crise Regardez vers où on était. 2008, Eh oui, non? regardez à combien on était. 4,70, 5, 4,40, 4,50. Regardez. Donc là, fin d'année 2007, on était à 4,47. Finalement, on est très proche de cette zone. On est exactement sur la même zone. Ok. Alors attention, pas du tout dans le même contexte, hein, on est d'accord. Mais on est exactement sur la même zone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un contexte où quand même géopolitiquement, etc., c'est pas facile, on a cet effet-là qui permet de maintenir finalement les taux à un certain seuil un peu élevé, mais loin aussi de ce qu'on a connu vraiment dans le passé. Mais pour nous, ça fait des années, des décennies qu'on n'avait pas connu des taux si élevés parce que là, on est sur des taux élevés parce qu'on a vraiment cet enjeu à savoir, est-ce qu'on va rester sur le marché action ou est-ce qu'on va basculer sur le marché obligataire? Et donc, le seul basculement qu'il peut y avoir, qui fera ici basculer le marché à la baisse, ce serait que du coup, ce taux-là baisse aussi, puisque si on a un décalage, enfin monte dans un premier temps du moins, parce que si on a un chiffre qui monte trop sur le rendement de l'obligation, les personnes se diront à quoi bon? Pourquoi je vais aller prendre le risque pour avoir 6% sur le marché alors que je peux avoir 5% avec le gouvernement, quelque part. Hein. Voilà. Donc, voilà la seule chose, à mon avis, qui peut faire arrêter ce rallye haussier au marché. Et donc, il va être lié directement aux statistiques. Parce que sinon, le marché, il a raison d'avoir ce rallye haussier, parce que sinon, aucun intérêt d'acheter des actions. Autant les prêter au marché, au gouvernement américain, puisqu'il vous paye finalement presque autant que le marché. Il y a un tiers d'écart seulement. Voilà pour aujourd'hui. Donc graphiquement, vous l'avez vu hein, un petit peu, vous l'avez compris. Moi, je pense que si vous voulez, cette semaine, Powell, peut-être il va essayer de calmer le jeu, mais derrière, espérons que les résultats d'entreprise nous permettent d'aller chercher des belles zones. On devrait avoir donc l'indicateur US demain, on devrait avoir une nouvelle bougie bleue cupla. Bon, pas avec pas pour aller chercher 500 points, mais on devrait avoir quand même une bougie qui nous permette de rester en tout cas dans la zone. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on revienne par exemple vers 23 000, peut-être oui, le toucher et après revenir directement dans la zone. Mais voilà, en tout cas, on devrait rester dans une certaine forme de range hein, ce lundi. Pas de raison trop importante pour qu'on aille casser en tout cas le plus haut. Mais on devrait rester, selon moi, dans la zone là. On voit bien
on a cassé le plus haut, on est revenu prendre appui ici, sur ce plus haut-là. Moi, à mon sens, on devrait rester voilà, entre ça, entre le 23 150, on va dire, allez, maximum, voire même 200, et le 23 300. Voilà, un petit range là, de 150-200 points maximum, entre donc 23 150 et 300, voire 350 qui soit là. Voilà. Donc, ce range-là, on peut se le mettre. Donc, lundi, plutôt phase de range. Lundi, phase 21 150, 21 300. C'est ce qu'on devrait avoir en range. On ne devrait pas avoir un gros seuil. Mardi, on a Powell. Donc Powell peut, espérons qu'il soit entendu et qu'il puisse dire attention. Et donc là, Powell, ce que l'on va, j'espère que vous l'avez compris, ce qu'ils vont essayer de deviner dans ses mots, dans ses propos, c'est quoi, à votre avis? C'est quand qu'il va baisser les taux. Voilà. Et est-ce qu'en septembre, on va avoir une baisse de taux ou pas? C'est ça qui va le plus compter. Parce qu'on sait qu'en juillet, on ne l'aura pas. C'est acté, on l'a vu, il y a 95% du marché qui n'y s'y attend pas. Donc, les 55% de septembre, est-ce qu'ils passent à 60 ou est-ce qu'ils passent plutôt à 48? Voilà, en gros, c'est ça. La question des propos de Powell, c'est ça. Est-ce que ces 58 deviennent 48 ou deviennent 68? Voilà. S'ils deviennent 68, on part plein nord. S'ils deviennent 48, hop, on rend un petit peu. Il n'y a pas de panique. On n'est pas en train de dire que c'est la crise. Juste on rend. On revient plutôt vers les 22 000, peut-être 850. Il avait identifié, Lucas, que c'était un très bon point de rebond. Voilà. Donc ça, on peut se le mettre selon 2008 et demi, t'as dit? Ouais. Selon Powell, si le marché sent qu'en septembre, il aura la baisse hop, 23 500. Sinon, on a dit 22 850. J'ai dit 21, non, tout à l'heure, c'est ça? Je sais pas. Non, c'était pour le 850 que je demandais, c'est tout. Oui, mais c'est le 22, 850, pas 21. Ouais, d'accord. Ouais. Je croyais que j'avais dit 21, 850. Voilà. Donc, mercredi, donc ce sera mercredi, ce sera dans l'attente des résultats. Moi, je pense que mercredi, il n'y aura pas de prise directionnelle dans l'attente des résultats d'entreprise. Donc là, on est vraiment, c'est pareil, sur une phase de range. Si on est revenu vers les 22 850, pardon, on sera plutôt, vous voyez là, le plus haut du mois précédent aussi, il peut tenir, on sera revenu vers là, et on attendra les résultats, je pense, autour entre le plus haut du mois précédent et le 23 000. Si on est sur les points hauts, on devrait plutôt l'attendre sur ce dernier plus haut de cette zone à 23 300, avant d'avoir les résultats. Donc ça, on va se le marquer. Pareil. Donc, si on est vers 23 300, non, si on est monté, on va mettre, si on est monté mardi, on attendra les résultats vers 23 300 pour que le 22 850 devienne la zone du coup sur laquelle deux mauvais résultats d'entreprise nous amèneraient. Et si on est descendu, mardi, on attendra les résultats entre 22 900 et 23. Voilà. Jeudi, donc le PMI service, lui, il va nous permettre soit de casser l'un, soit de casser l'autre. C'est sûr que si PMI service, si on a tout qui s'aligne, qu'est-ce qui nous empêchera d'aller chercher enfin les 23 500 et au-delà?
Et si on est descendu, ben, finir par casser les 22 850. Hein. À force qu'ils rebondissent, ils vont finir par casser. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on les aura, on pourra les casser, aller chercher au moins le 750, voir du coup le 600. Il va à 23 500 ou il va à 22, il casse 22 850, c'est ça? Voilà. Ouais, ça va dépendre de là où il part, bien sûr. Oui, bien sûr. D'accord. Mais il devrait casser une des zones, en tout cas. Hein, okay. Ou revenir sur une zone haute. Si c'est mitigé, bien sûr, s'il a fait 23 000 et que Powell il nous fait monter, derrière on a des mauvais résultats d'entreprise, on est redescendu, mais le PMI nous fait remonter, bon, forcément, il va revenir sur la zone de Powell. Voilà, je vous dis, bon, à mon avis, ce sera plutôt l'inverse. Powell nous fait descendre, des résultats d'entreprise qui nous font remonter et un PMI, par exemple, qui nous fait encore monter, bah, là, on casse. Maintenant, un PMI qui, lui, nous fait redescendre, il nous fait redescendre sur la même zone que Powell, tout simplement. D'accord. OK. Ouais. Voilà. J'ai vu qu'il y avait eu un bruit. Hop, je vous laisse. Merci pour ces explications, Maxime. Bise, Phil. Merci à toi. Donc bon, bah écoutez, moi c'est tout, si j'ai envie de dire, c'est tout. C'est tout pour le moment. parce que on a quand même voilà, on est, regardez, même là, ça c'est pas mal. On est vraiment sur un beau canal haussier qui semble vertigineux, mais qui n'est pas si haut que ça par rapport au début d'année. Voilà. Hein. Si j'enlève ça, regardez, si je mets que ça, là, voilà, ça vous semble peut-être moins vertigineux si je fais ça. Parce que là, je suis, hop, ici, tout début d'année, le 8 janvier, 7 janvier. Regardez, finalement, on a beaucoup travaillé, clac, clac, clac. Regardez, ça peut être sympa même de faire ça. Je vais essayer de faire un truc. Des fois, je perds la souris. Alors, tac, enregistrer sous. Ah ouais, c'était le VIX que je voulais vous montrer, mais c'est pas, on va mettre capture. Hop. C'est quoi? C'est l'indice de volatilité du marché, donc c'est un indice qui peut se pricer, hein, qui peut se. Ciao Joseph. Ciao. On le verra la prochaine fois. Tac. Mercredi. Ouais. Regardez, si je fais ça, hop, et si je fais ça, je suis un peu loin, et que je le mette là, exactement. Voilà. Est-ce que là, c'est choquant? Mais non. C'est vachement moins choquant. Parce que ça fait, ça descend, ça revient, ça fait Ouais, on se dit tac, ok, hop, et après on remonte. Ok. Là, on a vachement moins l'impression que c'est vertigineux. Là, on se dit, bon, ok, on est parti de là quand même. Donc, oui, ok, on est sur la tranche haute. Bon, mais il n'y a pas d'emballement particulier. Non. Vous voyez, ça permet de calmer les ardeurs, en fait. Quand on se dit, mais c'est pas possible. Hein, on l'a entendu cette semaine. Oh là là, mais il casse encore le plus haut. Oh là là. Ouais, bon, finalement, regardez. Moi, plus rien ne m'étonne. Non, mais c'est même pas une question de ça étonne ou pas. C'est que je veux dire, finalement, on est dans un excès. Ouais, pas non plus si fou que ça. On n'est pas sur du. Oui, on est sur 30% de hausse depuis 3 mois. Ça, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais depuis le début de l'année, bon, ok. Voilà. Ok. Puis
depuis le début de l'année, quand je regarde ça, si j'efface la période de lourde baisse, bon, c'est pas fou. Hein. Donc, ça permet de relativiser un petit peu la baisse, la hausse plutôt. Donc oui, le VIX, en fait, le VIX, c'est un indicateur économique. Donc c'est pour ça, je vais quand même vous le montrer vite fait. C'est un indicateur économique qui permet de valoriser la volatilité sur le marché. D'accord ? La volatilité sur le marché, hop. Ici, vous voyez qu'on est dans un plutôt, voilà, les pics haussiers comme ça. Hein, ben vous voyez ici, c'était fin d'année, l'été de l'année dernière, quand au Japon il y avait eu l'effet là, et c'était les périodes donc du coup là de Trump, avril, vous voyez, là où on a vu qu'on avait les grosses descentes. En gros, le VIX, plus il monte, plus le marché, lui, il descend. En gros, c'est ça. C'est quand ça amène de la forte volatilité sur le marché. Okay, donc, si on prend les deux pointes là, ok. En tout cas, ce qui nous intéresse, moi je trouve, surtout, c'est cette zone là. Là, on voit bien qu'il est plutôt sur une zone basse du graphique, sachant que il est sur une zone de support. Vous voyez ici, pam, pam, pam. Ok. Donc, il a touché dernièrement sa zone de support et depuis, il est en train de remonter. Ok. Donc là, la seule chose qu'on peut avoir, c'est il y a deux phases. Soit avec la semaine qui arrive et la semaine précédente, et la semaine suivante, avec la Fed qui arrive aussi la semaine suivante, on va avoir un marché ici qui va une fois, deux fois, trois fois finir par casser le support du VIX. Et donc, s'il casse par le bas, je vous ai dit, quand le VIX descend, le marché monte. Et donc, on va arriver au fameux 23 800, 24 000 points dont je vous ai parlé tout à l'heure. De manière assez directe finalement et de manière cohérente, on sera finalement sorti de ce potentiel triangle par le bas. OK ? Parce qu'on peut sortir par le bas et après revenir le travailler, hop, le retoucher comme ça, redescendre et finalement le re-rentrer dedans et se rapprocher du triangle. Hein. Ce n'est pas parce qu'on sort par le bas qu'on l'annule, le triangle. Donc, finalement, on peut aller chercher ces 24 000 points dans l'été, s'approcher de la rentrée, être revenu un petit peu sur le bas du canal vers la rentrée, et selon ce que nous dit la Fed, attention, grosse déception du marché, pouf, on a un gros effet de volatilité, parce que d'un seul coup, si par exemple en septembre on ne devait pas avoir de baisse de taux, on pourrait se retrouver avec un marché qui dégaze. Ou, à l'inverse, on va avoir peut-être, imaginons des propos très forts de Powell dans la semaine, une Fed la semaine prochaine qui publie des taux et qui, pas la semaine, donc pas cette semaine, mais la semaine encore après, qui publie des taux et qui, lors de son interview, de sa conférence de presse, dit que, par exemple, non, septembre, pour eux, il n'y a rien qui est acté. Ils verront. Ils ne s'engagent pas. Ben là, on pourrait avoir un retour de la volatilité et donc, finalement, un marché qui casserait ici le plus haut qui est à côté, faire un beau W comme ça, pam, et qui le casserait et qui, du coup, repartirait plutôt sur ces seuils-là, plutôt sur des points un peu plus hauts. Hein. De toute façon, s'il casse l'intérieur du W, il ira au moins à celui-là, potentiellement à celui-là. Donc, si il fait ça, ça veut dire que là, le marché baissera et donc peut revenir un petit peu sur les zones, comme on disait, vers 22 000, pourquoi pas 21 600. Voilà. Hein. Donc, 22 000, par exemple, s'il est là, 21 600 s'il est là. Voilà. Tout en étant sain. Hein, parce que regardez, il y a eu des pics comme ça, mais derrière, hop, vous voyez, il est revenu. Donc là, on peut avoir un pic 21 600 et derrière, revenir au mois de septembre, novembre, octobre, avec des baisses de taux enfin, et donc finalement un VIX qui s'écrase et le marché qui, lui, repart attaquer les sommets.
Hein. Je ne dis pas que le marché il doit revenir à 21 600 pour ne plus jamais retourner à 24 000 points. Ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est que on peut, regardez, je veux dire, là, voilà, on peut avoir hop, hop, et après repartir. Vous voyez, en effet de marche. Là, on a eu tac, hop, pam. Et là, est-ce qu'on est plutôt sur cette phase-là pour après repartir, ou est-ce que finalement on reste dans la dynamique et on reste vraiment, parce qu'il y a des moments où il le fait, comme ici, là, pam, quand il monte d'un seul coup et qu'il ne refait pas le gap. Hein, voilà. Donc là, on peut même, en un jour, on le voit encore mieux, je trouve. Voilà. Il revient quand même sur le plus haut précédent. C'est ce qu'il faudrait. C'est ce qu'il faudrait. Là, un jour, on le voit encore mieux. Ok, il a pu faire hop, hop. Ah, là, il a fait un plafond et hop, il repart à l'attaque. Est-ce que ça vaut le coup qu'il revienne prendre appui et après qu'il reparte à l'attaque, hein, ou comme il a pu faire là, regardez, clac. Ici, il est revenu prendre appui ici, à quelque chose près. Hein. Tac, tac, là, il y a quoi d'écart là, il y a 100 points. Hein. Ok. Est-ce que ça vaut le coup que, hop, ils reviennent proche du pivot du mois, là, mais ils s'arrêtent plus haut? Vous voyez, c'est pour ça que je ne vous dis pas le pivot du mois, pas 300, là, mais plutôt 600. Vous voyez, le plus bas du mois, d'ailleurs, c'est 600, le plus bas du mois actuel. Mais le plus haut du mois précédent, on l'avait vu. Le plus haut du mois précédent, ah non, c'était 984, pardon. Et voilà, qui reviennent un petit peu vers là, et qu'après, boum, ils repartent. Hein, voilà. Ça ne veut pas dire que voilà, on verra de toute façon, parce que, comme je vous dis, ça dépend essentiellement de la Fed et essentiellement aussi du taux obligataire, puisque de toute façon, pourquoi on n'aurait pas finalement des marchés qui montent à 10% de rentabilité si on a des taux obligataires qui, eux, sont à 5%? Déjà, mardi, il va donner un petit peu il va donner un indice. Direction et après, il va donner un indice. Voilà. Okay. Voilà. Bon, ben écoutez, cool. J'espère que ça vous aura été utile à tous. Moi, j'ai bien aimé. S'il y a des questions, c'est le moment. Non, pour moi, ça ira. Merci. Bon. Moi, je les pose pendant, je laisse les autres à la fin. Eh bien, écoutez, ciao, à demain. Bisous. À demain, une bonne soirée à tous. Ciao, Dominique.